On désire contrôler la température de sortie T'. Il faut d'abord la mesurer à l'aide d'un capteur de température tel un thermocouple ou un thermomètre à résistance. Cet appareil de mesure possède sa propre dynamique, représentée par une fonction de transfert. L'entrée du capteur est la sortie du procédé et sa sortie est la valeur mesurée. Le capteur mesure la température du réservoir T' et transmet la température T'M au comparateur. T' est la variable contrôlée et T'M est la variable mesurée. Le capteur possède sa propre dynamique, normalement représentée par une fonction de transfert du premier ordre. Pour contrôler la température T', nous devons comparer sa valeur mesurée, T'M, à la valeur désirée ou à la consigne T étoile pour générer un signal d'erreur. Le signal d'erreur epsilon est égal à T étoile moins T'M. Ce signal d'erreur devient la variable d'entrée du régulateur. On utilise les variables de déviation, donc l'erreur et la consigne sont initialement égales à 0, c'est-à-dire au point d'opération initial que l'on suppose en régime stationnaire. Le régulateur utilise le signal d'erreur pour déterminer l'action de contrôle à appliquer pour ramener la température à sa consigne. Si l'erreur est positive, cela signifie que la température mesurée est plus faible que la consigne et plus d'énergie doit être ajoutée au réservoir. Si l'erreur est négative, moins d'énergie sera ajoutée au système. On verra plus tard dans ce chapitre la fonction de transfert du régulateur. L'action de contrôle est transmise à l'actionneur pour modifier la variable manipulée. Si la vapeur est utilisée pour chauffer le réservoir, alors l'action du régulateur consiste à modifier la position de la vanne afin de laisser un plus ou moins grand débit de vapeur circuler dans le serpentin et ainsi modifier la température du liquide dans le réservoir. Un diagramme bloc ou un schéma bloc équivalent peut être dessiné. On peut réorganiser la fonction de transfert du procédé et ainsi obtenir une formulation légèrement différente qui représente le même bilan d'énergie. Par contre, le schéma bloc doit satisfaire ce même bilan d'énergie. Il existe plusieurs manières de représenter la fonction de transfert du procédé. La boucle de rétroaction est complète. La boucle fermée est composée d'une série de fonctions de transfert en boucle ouverte. La sortie d'un bloc ou d'un élément devenant l'entrée du suivant. Tous les systèmes de contrôle sont composés des 5 éléments suivants. Le procédé à contrôler, l'instrument de mesure ou le capteur, un comparateur pour le calcul du signal d'erreur, le régulateur ou le contrôleur et l'actionneur. Nous avons besoin de la fonction de transfert de chacun de ces éléments pour modéliser la dynamique du système en boucle fermée. L'équivalent de ce schéma bloc est présenté à la figure suivante en employant la nomenclature de la Société américaine d'instrumentation, connue sous l'acronyme ISA en anglais. Les principaux symboles utilisés se retrouvent en annexe C des notes de cours. Le diagramme de procédé et d'instrumentation, connu sous l'acronyme anglais PEID, peut être obtenu du schéma bloc et vice-versa. Dans ce cas-ci, le symbole TIC signifie T pour la variable de contrôle, soit la température, I pour indicateur et C pour contrôle ou contrôleur. Ces symboles ISA sont universels et ne dépendent pas de la langue parlée d'un pays donné. Les unités du gain de chaque fonction de transfert doivent être cohérentes. Regardons chaque élément de la boucle de contrôle en débutant par l'instrument de mesure. Un bon capteur est nécessaire pour assurer l'efficacité du système de contrôle. Dans notre exemple, le capteur est un thermocouple. Il est calibré pour donner la mesure de la température de sortie dans les bonnes unités. Dans ce cas, le gain est unitaire.
Nous allons voir que le gain de la fonction de transfert d'un capteur doit toujours être unitaire. Il existe une très grande sélection d'instruments de mesure commerciaux pour les diverses variables qu'il est nécessaire de contrôler ou de réguler. Pour la température, par exemple, nous avons plusieurs types de senseurs. Le plus commun est un thermocouple. Un thermocouple est un montage exploitant l'effet Seebeck pour la détermination de la température. La conception de base d'un thermocouple implique deux fils métalliques avec des propriétés thermiques et électriques différentes. Le thermocouple est donc constitué de deux fils de métaux différents soudés à l'une de leurs extrémités. Cette jonction porte le nom de soudure chaude et sera installée dans le milieu dont la température est à mesurer. Les deux autres extrémités sont reliées aux bornes d'un voltmètre. Les deux jonctions formées aux bornes du voltmètre portent le nom usuel de soudure de référence ou soudure froide. La tension mesurée par le voltmètre est fonction de la température de la soudure chaude et de la température des soudures froides. Un thermocouple peut être formé à partir de n'importe quel couple de métaux, mais certains sont privilégiés. La liste suivante donne les principaux types de thermocouples et la plage de température pour laquelle ils sont utilisés. Par exemple, le thermocouple de type T utilise un fil de cuivre et un fil de constantan pour mesurer des températures sur une plage allant de moins 40 degrés Celsius et de plus 400 degrés Celsius. Le voltage généré est proportionnel à la température mesurée. Un autre type de senseur est le thermomètre à infrarouge. Cet instrument mesure la température de surface d'un objet à partir de rayonnements thermiques qu'il émet dans l'infrarouge. On utilise également le terme pyromètre infrarouge lorsqu'il s'agit de mesurer des températures élevées d'un objet ou d'un environnement tel un four, un incendie ou un volcan. De la même manière, pour mesurer la pression, on utilise un senseur de pression. Il en va de même pour toutes les variables comme les débits, le niveau de liquide et la concentration. C'est un aspect très important du contrôle des procédés. Voici une image prise dans un catalogue d'instrumentation qui fournit la constante de temps et la précision d'un tel instrument. Cette information servira à établir la fonction de transfert d'un capteur. Nous allons maintenant parler de l'actionneur. Un actionneur est un élément mécanique qui applique physiquement l'action du régulateur pour modifier la variable manipulée. Dans le cas d'une vanne de vapeur, l'entrée de l'actionneur, qui est la sortie du régulateur, est une pression d'air ou un pourcentage d'ouverture de la vanne, alors que la sortie de l'actionneur est un débit de vapeur ou un flux de chaleur pour la variable manipulée. Le gain de la fonction de transfert de l'actionneur pour notre exemple est en joules par seconde par kilopascal ou en joules par seconde par pourcentage d'ouverture de la vanne. L'actionneur a un gain et parfois une dynamique non négligeable. Le plus commun des actionneurs est la vanne pneumatique. Une vanne pneumatique module le débit à travers l'orifice dont l'ouverture est contrôlée par la position de l'obturateur. À mesure que la pression d'air appliquée sur le diaphragme augmente, la tige se déplace vers le bas et l'obturateur referme l'orifice et diminue le débit. Une telle vanne est appelée en anglais « air to close » ou « fail open ». Une vanne ayant un comportement opposé est dite « air to open » or « fail close », c'est-à-dire que la vanne s'ouvre progressivement à mesure que la pression à la vanne augmente. On peut observer un mode d'action des vannes pneumatiques. Pour la vanne de gauche, l'absence de pression fait en sorte que la vanne demeure ouverte. Lorsqu'on augmente la pression sur le diaphragme, la vanne se ferme progressivement. Pour la vanne de droite, l'obturateur est inversé et la vanne est fermée en absence de pression et s'ouvre progressivement à mesure que la pression augmente. Ce sont des vannes air to close et air to open respectivement.
La plupart des vannes de contrôle sont conçues pour fonctionner sous une pression variant de 3 à 15 PSIG ou une pression de jauge entre 20 kPa et 105 kPa. Une vanne fail to close est complètement fermée à 3 PSIG et complètement ouverte à 15 PSIG. Par exemple, si le débit maximal à travers une vanne linéaire est de 2,5 m3 par minute, la valeur du gain devient la variation du débit sur la variation de la pression d'entrée. Si le débit passe de 0 lorsque la pression de la vanne est de 3 PSIG et augmente linéairement jusqu'à 2,5 lorsque la pression augmente à 15 PSIG, le gain est donc égal à 0,21 m3 par minute par PSIG. La dynamique de la vanne est parfois représentée par un système du premier ordre. Pour ce procédé, le gain de la fonction de transfert de la perturbation doit être unitaire, car une augmentation de 1 degré Celsius de la température fera ultimement augmenter la température de sortie de 1 degré Celsius si le débit de vapeur ne change pas. La fonction de transfert a été obtenue à partir d'un bilan d'énergie. Le bilan d'énergie a aussi permis d'obtenir le gain entre la variable manipulée et la variable contrôlée. Il est positif et a comme unité 1 sur les unités du débit en kilogrammes par seconde et les unités de la capacité calorifique en joules par kilogramme par degré Celsius ou degré Celsius par joule par seconde. Une augmentation du débit de liquide aura pour effet de réduire le gain de la fonction de transfert. Nous avons couvert jusqu'à présent les fonctions de transfert du procédé avec ses 2 entrées et sa sortie, du capteur de température et de l'actionneur. Il nous reste maintenant à explorer la fonction de transfert du régulateur. L'entrée du régulateur ou du contrôleur est l'erreur et son signal de sortie est la commande donnée à l'actionneur. Les différents types de régulateurs diffèrent dans la façon dont ils calculent la commande ou l'action de contrôle à partir de l'erreur. Le signal de sortie est pneumatique ou électrique. Le régulateur le plus commun et intuitif est le régulateur PID. Cet acronyme suggère qu'il possède 3 modes d'action. Une action proportionnelle P, une action intégrale I et une action dérivée D. Faisons une petite parenthèse pour examiner comment l'information transite à travers le système. Prenons le cas d'un échangeur de chaleur pour lequel on désire contrôler la température de sortie. En utilisant le débit d'alimentation de la vapeur entrant dans la calandre de l'échangeur. Le procédé est l'échangeur de chaleur avec ses 2 entrées et sa sortie. Pour contrôler la température de sortie, on doit tout d'abord la mesurer. Un thermocouple donne un voltage et ce voltage doit être converti en un nombre binaire en utilisant un convertisseur analogique numérique. Ce chiffre dans l'ordinateur, calibré pour avoir la bonne température de sortie de l'échangeur de chaleur, est soustrait de la consigne pour calculer l'erreur. L'erreur sert à calculer l'action de contrôle à travers la fonction de transfert du régulateur. L'action de contrôle est un chiffre dans l'ordinateur et ce chiffre doit éventuellement être converti en pression alimentant la vanne. On doit tout d'abord utiliser un convertisseur numérique analogique. Dans le présent cas, l'action de contrôle est convertie en un courant et un transducteur est utilisé pour convertir le courant en pression. Le changement de pression alimentant la vanne modifie le débit de vapeur. La boucle est ainsi fermée.